Quand j'étais adolescent, je crois que c'est significatif peut-être d'une ambition un peu spéculative peut-être. J'avais comme ambition, donc à l'âge de 14, 15, 16 ans, de, de répondre aux grandes questions philosophiques parce que j'étais déjà à ce moment-là, comment dire, habité par ces questions. Mais comme j'étais en même temps modeste, je me disais que j'aurais peut-être pas le temps au cours de ma vie de répondre à ces questions que l'on se pose depuis toujours, et que donc il y avait une tâche plus urgente peut-être à réaliser, à savoir de réussir à prolonger la vie humaine. Et donc je m'étais dit que j'allais d'abord faire la biologie ou la biomédecine, de façon à résoudre ce problème d'une longévité accrue pour me donner davantage de temps pour répondre aux questions philosophiques. Alors j'ai pas vraiment rempli ce projet, enfin j'ai pas réalisé cette entreprise puisque je n'ai pas fait la biologie, même si je me suis intéressé pas mal à la biologie et à la médecine beaucoup plus tard. J'ai fait les romanes à l'ULB, donc pourquoi les romanes? Un petit peu par défaut, parce que ma thèse s'intitule L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine. L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine, et le sous-titre c'était Forme, cause, limite. C'était fort ambitieux, évidemment, puisqu'il s'agissait de la philosophie contemporaine. Et l'hypothèse était que donc la philosophie au XXe siècle était devenue une activité très obsédée par le langage, hantée par le langage, mais sous des formes très diverses. Et je suis toujours assez convaincu de cela, parce que si vous considérez les philosophes plus ou moins originaux du XXe siècle, et surtout à partir de la moitié du XXe siècle, ils se sont tous fort inquiétés du langage, n'est-ce pas, qu'il s'agisse évidemment de la philosophie anglo-saxonne, qui est philosophie linguistique, analytique, philosophie du langage ordinaire, ou philosophie logicienne, là aussi il s'agit du langage, hein, d'une certaine manière, qu'il s'agisse de la phénoménologie qui est devenue de plus en plus herméneutique avec le dernier Heidegger, avec Merleau-Ponty qui rêvait à la fin de sa vie de faire une grande philosophie du langage, ou avec l'herméneutique d'un Gadamer par exemple. Hein, là vous êtes aussi dans le langage, ou alors l'influence du structuralisme sur Lacan, sur Lévi-Strauss en France. Or, le structuralisme, c'est avant tout une approche qui est linguistique, puisque c'est Ferdinand de Saussure, hein, le linguiste suisse, qui au début du XXe siècle en avait posé les principes. Ou si vous considérez les philosophes qui commençaient à être à la mode en France, c'était Derrida, c'était la grammatologie, mais c'était le langage, c'était Foucault, les mots et les choses, où il y avait Deleuze, la logique du sens, l'anti-Édipe, etc. Donc, il y avait effectivement, sous des formes extrêmement diverses, une véritable obsession, hantise, langagière, je dirais, de la philosophie contemporaine, qui faisait que la philosophie adoptait une position de secondarité, c'est ce que j'appelais la secondarité, c'est-à-dire le philosophe intervenait toujours en marge de texte ou du langage. Il ne semblait plus vouloir, je ne sais pas, parler encore de la réalité, qui était soit devenue absolument inaccessible, soit abandonnée aux sciences, hein, et aux techniques qui s'occupaient effectivement de la réalité physique, si vous voulez, de la réalité extra-linguistique. Comme je disais alors, je distinguais même dans ma thèse deux formes de secondarité métalinguistique qui caractérisait plutôt la philosophie anglo-saxonne. Je veux dire par là que la philosophie était une activité métalinguistique, c'est-à-dire de surplomb par rapport à des textes, à des discours non philosophiques, les discours de la science, dans le but de les clarifier, si possible, ou de les rendre plus cohérents, plus logiques, ou des textes philosophiques, métaphysiques, mais pour les déconstruire ou les analyser, pour montrer que, bon, ils utilisaient des termes qui n'avaient pas de référent, où ils étaient parsemés
de termes contradictoires, etc. Ça, c'était donc une forme de secondarité. Puis l'autre forme de secondarité, je l'appelais ad-linguistique, au sens où il n'y avait pas là une activité philosophique de surplomb, mais en quelque sorte latérale, c'est-à-dire de dialogue, d'interprétation, mais toujours en marge de texte, en marge de discours, des discours des sciences humaines ou des discours de la tradition philosophique qu'il s'agissait de déconstruire, qu'il s'agissait d'interpréter, de réinterpréter, etc. Mais la philosophie intervenait toujours ainsi en marge de langage, si vous voulez, de langage, de texte, de discours. Et c'est donc ce que j'appelais la secondarité, et que je regrettais d'une part, et puis je m'intéressais sur les causes, et mon hypothèse de travail dans ma thèse était la suivante, c'est que la philosophie contemporaine semblait devenue incapable de rencontrer, d'aborder les vrais problèmes nouveaux suscités par l'univers technoscientifique. C'est alors que j'ai commencé à introduire le terme de technoscience et l'adjectif technoscientifique, par les incapables de prendre en charge cet univers technoscientifique, posant des questions profondément nouvelles, relatives au temps, relatives à l'espace, relatives à l'homme, relatives à la nature, etc. Et que la philosophie, en quelque sorte, s'était repliée, soit sur elle-même, sur son propre discours, parfois radicalement, de façon à produire un discours quasi autoréférentiel ou aréférentiel, comme de mon point de vue à l'époque chez quelqu'un comme Derrida, par exemple, ou se replier sur sur d'autres textes littéraires, des textes de la tradition, des textes des sciences humaines, etc., mais sans aborder jamais, n'est-ce pas, ou quasiment jamais, de front, les nouvelles questions suscitées par le développement des technosciences, fussent-elles informatiques, physiques, biotechnologiques, etc. Et disons, cette problématique était pour moi une forme d'impuissance de la philosophie, extrêmement regrettable, et marquait les limites de la philosophie contemporaine. Et dans ma thèse aussi, j'essayais d'articuler déjà quelques-unes de ces questions. Je donne deux exemples. Une question relative au temps, disons. Je la cristallise, enfin, volontiers encore aujourd'hui, je formule les choses ainsi. Qu'en sera-t-il dans 1 million d'années de l'homme? Qu'en sera-t-il de l'espèce humaine dans 1 million, 10 millions, 100 millions d'années? Alors, je trouvais que c'était une question, d'abord, dont les philosophes ne se préoccupaient pas du tout, mais qui était importante pour les philosophes, parce que les philosophes sont toujours inquiétés du temps, seulement ils s'inquiétaient du temps, soit pour s'évader dans l'éternité, pour dire que le temps, c'est le devenir, c'est les apparences, c'est donc quelque chose de pas important, finalement, puisqu'il y a des structures éternelles, essentielles, et la véritable science, le véritable savoir philosophique concerne ces structures. Soit, plus tard, les philosophes ont effectivement eu une vision du temps, une vision historique du temps. Alors, ce qui les intéressait, c'était une temporalité finalisée, donc avec une fin et un but. Prenez Hegel, c'est le philosophe de l'histoire, évidemment, mais cette histoire n'a rien à voir avec l'évolution darwinienne ou avec la temporalité géologique ou cosmique. Non, c'est l'histoire de l'humanité, de l'esprit, principalement ou essentiellement, qui a une fin, une fin qui est la réalisation de l'esprit absolu. Marx a matérialisé, concrétisé cette vision historique du temps. Bien sûr, bon, lui, il prend en compte jusqu'à un certain point la technique et les sciences, mais enfin, sa temporalité est aussi une temporalité avec une fin, avec un aboutissement qui est, après la Révolution, l'instauration de la société sans classe. Bref, c'est toutes des temporalités utopistes aussi, qui vont quelque part
le temps a une finalité, c'est très éloigné de ces questions qui, à mon sens, étaient inévitables du fait du développement des sciences contemporaines, j'ai dit géologiques, biologiques, astronomiques, etc. Qu'en sera-t-il dans le très lointain futur, qui est une question en même temps empirique? Je veux dire que la fin des temps chrétienne, la fin de l'histoire marxiste, c'est un peu une phase idéale, une phase imaginaire, mais il y aura bien encore un temps dans 1 million d'années, je veux dire, c'est concret. C'est une question quasiment datée, 1 million, 10 millions d'années, mais évidemment on ne peut pas y répondre. On ne peut pas y répondre. Et là aussi, je butais sur certaines limites de la spéculation philosophique. Tout ce que je pouvais dire, en quelque sorte, et ce qu'on peut dire, c'est que c'était opaque et en même temps radicalement ouvert. On pourrait imaginer n'importe quoi. Ceci dit, les philosophes en général n'ont pas beaucoup d'imagination, manquent pas mal d'imagination. Mais c'était une question qui se posait et qui était articulée assez immédiatement à l'autre question qui était plutôt éthique. Notre pouvoir faire, pouvoir intervenir, pouvoir produire se développant, c'est les capacités des technosciences, qu'est-ce que l'homme va faire de l'homme? Qu'aura fait l'homme de l'homme dans 1 siècle, 1000 ans, etc. Question à la fois très vaste, mais question aussi de plus en plus immédiatement pratique, en quelque sorte, dans le domaine de l'éthique qui était aussi à ce moment-là, je parle du milieu des années 70, c'est des questions qui commençaient à se poser